Est-ce qu'un non-voyant peut participer à un trail, une course, un marathon sans guide? Juste avec sa canne, courir dans des compétitions comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Dévélancez-vous. Je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Mon invité est une personne incroyable. C'est le premier non-voyant au monde à participer à des trails, des courses, des marathons sans assistance humaine. Mon invité est un précurseur. Il est également un détenteur de nombreux records. Avant de passer la parole à notre invité, je vous invite à faire 3 choses. Vous abonner sur la chaîne Dévélancez-vous, Facebook et YouTube. Partager cette vidéo et surtout commenter cette vidéo parce que nous avons besoin de vos commentaires pour continuer à faire des vidéos de qualité. Mon invité, c'est Clément Gasse. Salut Clément. Salut Yves, bonjour à tous. Déjà, bonne année. Pareillement, meilleurs vœux, plein de bonnes surprises. Plein d'activités, plein de courses et plein de réussites dans tous tes prochains défis. Déjà, je suis heureux de te recevoir sur notre chaîne Dévélancez-vous. Et pour commencer, j'aimerais d'abord que tu te présentes. En quelques mots, je suis non-voyant de naissance, quasiment. Je perçois un peu de lumière, quelques contrastes. Je suis actuellement statisticien à l'INSEE de profession. Et puis dans mon temps libre, je fais pas mal de courses à pied, environ 10 000 km par an si je cumule la course et la marche. Quel était ton parcours au niveau scolaire? Comment c'est arrivé à ce que tu deviennes statisticien? Parce que ça peut être bizarre pour des voyants qu'un non-voyant soit statisticien. Ça a commencé comment? Bon, oui, c'est sûr, on a tendance à penser que pour un aveugle, ce qui est le plus accessible, c'est plutôt des choses plutôt littéraires. Exactement. Et là, je suis dans un domaine qui relève de la science. Donc le cursus est peut-être un peu plus compliqué, mais après ça dépend des capacités et des aspirations. Vu que le handicap est là de naissance, ou plutôt la déficience est là de naissance. Après la société en fait un handicap. Exactement. Et puisque c'est là de naissance, il faut s'adapter dès le début. Donc pour moi ça a commencé pour l'école maternelle, j'étais pas encore dans une école spécialisée. Mais j'étais dans une école qui utilise, disons, une pédagogie alternative qu'on appelle la méthode Steiner. Donc, de l'âge de 3 à 6 ans, on n'apprend pas encore le savoir, les bases du savoir, comme on le fait classiquement dans les écoles maternelles. Mais on passe notre temps uniquement à jouer et à être proche de la nature. Une pédagogie un peu différente où on n'a pas besoin absolument de dessiner, de commencer à écrire, etc. Donc il s'est avéré que c'était assez adapté dans mon cas. Ça, c'est ludique en fait. C'est ça, ça reste ludique. On laisse la possibilité à l'enfant de s'épanouir. Se découvrir. Oui, c'est ça, de grandir avec les autres et puis au contact des éléments aussi, l'accent était beaucoup mis là-dessus, d'être en contact avec du concret, avec les plantes, ainsi de suite. Donc ça veut dire que tu étais dans un environnement de valide? Oui, j'étais dans un environnement de valide dès la maternelle. D'accord. Donc j'ai commencé à aller 1 puis 2 jours par semaine au centre Louis Braille de Strasbourg, donc l'école spécialisée à partir de ma 5e, 6e année, et puis à partir du CP, j'y ai été à plein temps. C'est un environnement dans lequel on a la chance de partager le quotidien avec des gens qui ont les mêmes situations de vie. Exactement. Qui te ressemblent un peu. Voilà, c'est ça, on lie des amitiés qui restent après à vie, pour certaines. Donc disons ça, c'est le point positif. Mais le point négatif dans ce genre d'école, c'est qu'on est un peu isolé du monde extérieur. On est un peu dans un vase clos, puis ça peut amener à mal connaître après la façon dont fonctionnent les valides.
Ouais. Mais bon, vu que j'avais déjà été intégré précédemment, je savais qu'il y avait un autre monde Ouais, et j'avais hâte d'y de retourner. retourner. Donc à partir de la sixième, j'ai été en intégration de nouveau dans le collège du coin, puis dans le lycée du coin, hein, à Saverne. Bah, je me retrouvais dans un environnement un peu plus compliqué, hein, puisqu'il y a des bâtiments, il y a beaucoup de salles, donc ça fait beaucoup de choses à apprendre par cœur. Et ce qui était particulier à cette époque-là, c'est que je voulais pas me servir de la canne au collège. D'accord, déjà. Donc une petite phase de rejet comme il y Hum, a chez tout le monde, je mhm. pense. Après, quand on y pense, on trouve ça idiot, hein, en tant qu'adulte. Ouais, C'est juste stupide. C'est avec la canne, c'est plus sûr, c'est plus pratique, t'as c'est plus plus de commode. sécurité. Ouais. Mais il y avait une espèce de fierté. J'utilise la canne à l'extérieur dans la rue parce que c'est absolument nécessaire, hein, pour être Mhm. visible des automobilistes. Mais par contre, dans le collège, non, j'ai ma fierté, je veux pas être perçu comme un aveugle. Enfin, c'est ce qu'on s'imagine, hein, qu'on est Ouais, moins perçu comme un ça c'est aveugle l'adolescence, ça, en quand fait. on n'utilise pas la Ouais. canne. Alors que, bon, c'est idiot, les gens savent Mhm. qu'on est aveugle, qu'on ait la Mhm. canne ou non, hein. Ouais, Après, une fois de vivre. entré au lycée, bah, je me suis dit dès le premier jour, non, là, je vais utiliser la canne. Cette fois-ci, c'est bon. Je suis aveugle et si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Et si ça vous plaît, on peut s'entendre. Voilà, c'est le message. C'était clair, on va dire ça. Alors, quel genre d'élève était Clément? Bon, j'ai toujours été très introverti, Mhm. donc effectivement, je laisse plutôt les gens venir vers moi que je ne vais vers eux. Une appréhension à parler dans le vide, si je m'adresse à quelqu'un et que Mhm. ce quelqu'un n'est pas vraiment en face de moi, ou alors il est en face de moi, mais il est en train de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Je déteste parler dans le vent. Je préfère à la limite ne pas parler. Ouais. Et puis, de façon générale, j'éprouve pas beaucoup le besoin de parler, de toute façon. Mhm. Euh, je suis plutôt observateur. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux passer pour quelqu'un de mystérieux aussi? Forcément, quand on ne Mhm. s'exprime pas beaucoup, Ouais. il reste une part de mystère, mais Mhm. de toute façon, chaque personne a ses mystères, hein. On Mhm. ne peut pas savoir ce qui est dans la pensée d'un individu, Mhm. même si celui-ci s'exprime beaucoup. Parce que D'accord. rien ne permet de savoir que son expression correspond vraiment à sa pensée profonde. Dans ton univers de travail, est-ce que tu te... Alors, comment les gens te considèrent? Comme une personne handicapée ou une personne de compétente? Est-ce qu'il y a un conflit dans cette vision sur toi ou plutôt quelqu'un de normal comme tout le monde? Je pense que les collègues ont tendance, quand on n'est pas dans une situation où le fait de ne pas voir est gênant, eh ben, ils oublient Mhm. euh, que je suis déficient visuel. Après, ça ressort à des moments où, bon, bah, il faut présenter un diaporama, Mhm. j'ai pas d'outils accessibles pour fabriquer ce diaporama. Ouais, À ce moment-là, on revient à la question de la déficience visuelle. Donc, d'accord. j'écris le document de façon textuelle et je demande aux collègues de faire les slides à partir du script que j'ai écrit. De façon générale, je n'ai pas un poste particulièrement destiné à une personne handicapée. J'ai un D'accord. poste C'est déjà pas mal. tout à Ouais. fait, tout à Ordinaire. fait classique. Ouais, Je fais exactement la même chose que les collègues du même service. d'accord. Ok. T'as Après, une poste j'ai des outils informatiques qui sont adaptée. adaptés dans une certaine mesure, Oui. même si ça ne l'est jamais complètement. À quel moment as-tu eu la passion pour le sport? J'ai jamais vraiment eu la passion pour la course ou pour le sport. Mhm. J'avais surtout envie de me déplacer, Mhm. envie de pouvoir découvrir les alentours et de pouvoir partir à l'aventure. En tout cas, mon C'est quoi? souvenir le plus ancien Ouais, d'aventure, hein, en ouais. courant, c'est quand j'avais 6 ans à peu près. On était dans un magasin avec mes frères et ma maman, et puis on s'ennuyait un peu parce qu'il y avait la queue à la caisse.
Donc mon grand frère se met à courir pour faire le tour du rayon. Moi aussi je m'ennuie, bah, je le suis. Et donc on court comme ça, l'un Mhm. derrière l'autre. On Et fait t'arrives à le suivre? plusieurs fois le tour du rayon. Bah oui, Mhm. je le suis à l'oreille. Et puis j'ai pas conscience du danger. Je D'accord. me dis qu'on est dans des allées larges. Bon, on Ouais. fait le tour, on refait le tour. Au fil du temps, peut-être la concentration baisse et je le suis de façon moins précise, ou alors il Mhm. modifie très légèrement sa trajectoire, Oui. et bim, je me prends un poteau en pleine tête. Donc je me suis ouvert sérieusement le front, j'ai eu des points de suture, etc. Et Voilà. ma réaction d'enfant, ça a été de dire, mais le poteau, il n'était pas là au tour précédent. Parce qu'au tour précédent, on était bien passé dans l'interstice entre le poteau et le rayon, Oui. mais ça se jouait à peu de choses, en Ouais, fait. exactement. Et il Ouais. suffit de passer de façon un peu moins précise dans l'intervalle, Mhm. et puis on se le prend. Ça aurait pu me traumatiser, ça a eu l'effet inverse. Ouais. À D'accord. partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais tout apprendre par cœur. Je vais repérer tout ce que je peux, de sorte à ce que ce genre de choses Ouais, n'arrive plus. t'arrives plus. Ouais. Bon, ouais, donc ça a rajouté encore à la passion de la géographie que j'avais déjà. Mhm. Donc j'ai toujours voulu connaître ce qu'il y a autour de moi, de près et de loin, hein. Donc très vite, un de mes loisirs a été de partir sur les chemins de terre qui étaient autour de la maison, D'accord. et puis de découvrir le prochain chemin, le prochain village, Tout au seul, en fil du fait. temps toujours plus loin. Au début accompagné, Mhm. soit par mon frère, soit par mes parents, et puis très vite tout seul, lui. De D'accord. toute façon, dès qu'on avait fait une fois le trajet, je le T'avais connaissais, compris. Ouais. et puis après, même sans faire les trajets, je découvrais, en ratissant tout, Mhm. je découvrais le prochain chemin. J'ai élaboré mon plan Du du déplacement. secteur Ouais. au fur et à mesure, en découvrant les chemins les uns après les autres. D'accord. Voilà, D'accord. là où un voyant va avoir sa carte IGN et avoir le plan en un clin d'œil, ouais, il m'a fallu des années pour construire ce plan, Mhm. mais j'ai la satisfaction de l'avoir découvert, d'avoir Mhm. découvert tout ça moi-même et d'avoir vécu tout un tas d'aventures. Pour moi, la Mhm. course, Ouais. c'est juste une façon de marcher plus vite, hein. D'accord. C'est comme ça que je me suis mis à courir. D'accord. Parce que ça permet d'aller plus loin, Mhm. c'est la marche en mieux. Je pouvais rien envisager d'autre comme moyen de déplacement avec lequel je n'ai besoin de demander d'autorisation à personne. Mhm. Si je veux faire du vélo, bah, il faut un Un pilote, il faut pilote, un coéquipier pour pour le un tandem. tandem. Ouais. Si je veux aller quelque part en voiture, bah, il faut que je me fasse conduire, il faut s'organiser. Si je veux utiliser les transports en commun, ben pareil, il y a des horaires à respecter. Le moyen le plus flexible, ça reste de prendre les jambes, hein. Puis comme ça, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, Oui. je peux me rendre là où Là où bon tu me veux. semble, D'accord. dans la limite de mes capacités physiques. Mhm. D'où l'intérêt d'augmenter les capacités physiques pour arriver le plus loin possible. L'idée t'est venue comme ça de te tester en compétition ou c'est quelqu'un qui te l'a proposé? Alors la compétition, disons que c'est venu quand j'étais en école d'ingénieur à Rennes. On avait 2 heures par semaine réservées au sport. Mhm. Et entre autres options possibles, il y avait athlétisme. Donc là, on courait de façon un peu plus méthodique, hein, en faisant du fractionné, en faisant ce qu'il faut pour progresser. Et puis à la même période, bah, j'ai rencontré des camarades qui couraient beaucoup aussi. Donc on partait courir pour le plaisir, mais on Ouais. s'inscrivait aussi à des courses de temps D'accord. en temps. Et, c'est comme ça que j'ai participé à mes premières courses D'accord. officielles. Mhm. Mhm. Mais ça restait très occasionnel, les courses officielles. Mais est-ce que tu Et courais tout d'abord. seul ou tu courais accompagné? Pendant cette Ouais. période-là, sur les courses, je courais accompagné parce que sur une course, bah, il y a plein de monde, des bousculades, Mhm. et puis surtout, c'est un environnement que je ne connais pas. Oui. Je partais courir seul depuis petit en forêt, sur les chemins de terre,
mais que j'avais repéré préalablement, l'environnement que je connaissais. Mais sur les courses officielles, il faut aller là où l'événement est organisé, et puis c'est un environnement que je ne connaissais pas. En D'accord. général, c'est loin de là où on habite, les courses, donc on ne peut pas passer des mois à apprendre le terrain par cœur. Puis ensuite, je suis revenu à Strasbourg, et c'est là que j'ai rencontré Christian, qui est devenu mon binôme de façon plus régulière, et qui m'a poussé à m'inscrire sur davantage de courses. On avait beaucoup l'occasion de s'entraîner ensemble aussi. Et ben, on avait aussi envie de transposer ça sur des courses officielles. Donc c'est là, à partir de 2013, que j'ai été plus régulièrement sur des courses. Bon, sachant que ça reste quand même l'entraînement qui cumule le plus de kilomètres. Hein. Parce que la gestion du sol, de l'équilibre, etc., j'en avais l'habitude, puisque je courais tout seul depuis des années, même des décennies, sur des chemins. Donc j'ai développé la proprioception, la kinesthésie, enfin tout ce dont on a besoin pour se déplacer à l'aise sur des terrains accidentés, même sans voir ces terrains. Il manquait juste un outil capable de me dire là, à ce moment-là, tu prends à droite, à ce moment-là, tu prends à gauche, etc. Cet outil-là, ça s'appelle un GPS. Voilà, ça fait un certain temps que ça existe, mais il n'en existait pas d'assez précis pour guider vocalement un aveugle. On dit juste prenez à droite dans 500 mètres, après il me dit plus rien, et puis d'un coup quand j'arrive au croisement, il dit prenez à droite. Bon, ça c'est pas efficace pour un aveugle. Oui. C'est pas possible, c'est comme ça que fait Google Maps. Ça marche dans une ville qu'on connaît plus ou moins, quand on est dans un environnement où il y a des carrefours bien à angle droit. Mais quand on est dans des environnements un peu plus complexes, ça ne fonctionne pas. S'il me dit prenez la prochaine à droite dans 300 mètres, mais qu'entre-temps, la rue, elle fait des zigzags, je vais faire beaucoup plus de distance que les autres parce que je vais être tantôt au bord de droite, tantôt au bord de gauche, sans connaître la trajectoire exacte à prendre. Donc pour ça, il faut un GPS qui permette de mettre des repères partout et pas seulement aux intersections. Oui. Pour avoir des relais de guidage régulièrement pour optimiser la trajectoire, et puis que ces informations soient données de façon répétée, de sorte à être corrigées dès que je dévie un tout petit peu de la trajectoire. Cet outil, c'est celui que développait Ressus à partir de 2015, je crois. Voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Nicolas, Gérard et puis Ressus, qui s'occupait donc du développement de ce GPS vocal adapté à un guidage dans le noir, on va dire. Avant chaque course, tu fais d'abord un repérage. Tu n'arrives pas juste comme ça et tu te mets à prendre l'itinéraire comme tout le monde et courir. Il y a quand même un repérage avant. Alors ça dépend. Si c'est une course sur un terrain plutôt facile, j'ai pas besoin de faire un repérage avant. D'accord. Je télécharge la trace GPS comme n'importe quel coureur peut le faire. Hein. En général, je demande à l'organisateur si la trace que j'ai récupérée correspond bien à l'itinéraire qui va être fait, et puis sinon il m'envoie une correction, il m'envoie la trace officielle, et ça me suffit pour aller sur un marathon sur route. Il suffit d'avoir des repères qui sont positionnés automatiquement, comme le font les montres GPS de tous les coureurs quand ils enregistrent des parcours. Mais si maintenant c'est un environnement avec plus de danger, les courses en montagne par exemple, là il faut effectivement faire un repérage préalable pour rajouter des informations qui ne figurent pas sur des traces GPS classiques. D'accord. Pour ajouter du texte, pour dire à cet endroit-là,
il faut prendre la partie gauche du sentier parce que sur la partie droite il y a du dévers et c'est vite arrivé qu'on tombe dans le ravin. Pour dire là il y a une zone de rocher dans la descente, donc il faut commencer à ralentir suffisamment en amont. Et donc pour ce repérage, je suis en général accompagné. Quand tu cours en compétition, tout seul, avec un GPS, sans assistance humaine, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu prends le départ? Alors ça dépend de la configuration du début de course. Si c'est plutôt un début facile où j'ai intérêt à gagner du temps, je vais plutôt me positionner à l'avant, de sorte à pas être ralenti dans les longues lignes droites. Par contre, si c'est un début tortueux, là je me mets tout derrière, je laisse les bolides partir. Moi je sais que je vais galérer si c'est sinueux, s'il y a un terrain très accidenté. Donc je laisse partir et puis je me retrouve assez vite dans une partie très clairsemée du peloton, plutôt à l'arrière. Et puis là, je gère ma course dans un calme relatif, hein, puisqu'il y a moins de monde. Et puis j'accélère au fur et à mesure, à un moment où la file de coureurs est déjà plus espacée. Je pars tranquille pour éviter les bousculades. Et après, je me mets à mon rythme au moment où on peut se positionner plus facilement dans le peloton qui est déjà étiré. Après, tu demandais si je me pose des questions. Bah non, c'est juste Tu l'action. fonces, quoi. Il y a pas de questions à se poser. Mhm. Il y a une mécanique qui est bien réglée. Euh, Quand je cours, il y a tout un tas d'informations qui m'arrivent, qu'il faut interpréter. Puis c'est que de l'action. Il y a pas le temps de penser, de se poser des questions. Et c'est d'ailleurs ça que j'aime bien dans la course à pied. C'est qu'on s'élève au-dessus de toutes les préoccupations qu'on peut avoir. Parce qu'on est D'accord, contraint par l'environnement et par l'action. d'accord. On a un objectif qui est de survivre en allant le plus vite possible. Et pour atteindre cet objectif, on ne peut pas se permettre de se disperser. Il y a les informations du GPS, Combien de mots par seconde? c'est de l'ordre de 300 mots minutes le débit, 300 minutes, mais il d'accord. parle pas tout le temps, c'est par Mhm. saccade. Il Mhm. donne une phrase, il s'arrête 5 secondes, il redonne une phrase. Il y a plein d'informations, il y a la Mhm. direction, midi, 1 heure, 2 heures, il y a la distance jusqu'au prochain repère, et il y a éventuellement un commentaire textuel que j'ai placé lors du repérage pour dire qu'à cet endroit, il faut se baisser parce qu'il y a une branche à hauteur de tête. Le GPS, il me dit ce qui se passe dans quelques secondes, la canne, elle me dit ce qui se passe tout de suite, Mhm. 1 mètre devant moi. Il faut savoir qu'en courant, on peut faire jusqu'à 4 mètres secondes. Mhm. Et la canne, elle est 1 mètre devant moi. Donc ça laisse un quart de seconde pour réagir Oui, quand la ouais. canne touche quelque chose. Donc D'accord. c'est très peu, c'est pas forcément suffisant pour s'arrêter dans de bonnes conditions. Parfois, il faut se résigner à tomber. Il faut se mettre dans la tête que la chute n'est pas quelque chose de grave. Mhm. Souvent, on- bah, quand on est accompagné de quelqu'un, il dit attention, 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 sinon tu vas tomber. Oui, mais bon, tomber, c'est pas encore se faire mal. Se faire mal, c'est pas encore être blessé. Être blessé, c'est pas encore être gravement blessé. Et être gravement blessé, c'est pas encore mourir. Si c'est juste tomber, Ouais, c'est pas grave. ouais. Et d'ailleurs, c'est impossible, si je cours en autonomie, c'est impossible de tenir un bon rythme sur une grande distance sans tomber. Mhm. C'est juste, c'est juste statistiquement impossible. Hein, D'accord. il va forcément arriver un moment où il y a une pierre que j'aurais pas sentie avec la canne parce que le balayage a été trop espacé ou parce que j'allais trop vite. Il y a toujours quelque chose qui se passe du moment que la course fait plusieurs kilomètres. Donc c'est sûr que je vais tomber. C'est inutile de se dire
faut que je fasse attention pour pas tomber. Ouais. Il faut être prêt à tomber, il faut connaître les bonnes positions à avoir quand on tombe. Et, un bon réflexe, c'est de tomber sur les mains. Mhm. Donc toujours être Prêt à avoir un peu le point anticiper d'équilibre par vers rapport. l'avant, Mhm. parce qu'il vaut mieux tomber vers l'avant que vers l'arrière. Donc avoir une position toujours qui va chercher vers l'avant, de sorte à pouvoir tomber en avant et de préférence sur les mains. Donc Mhm. pour ça, je me protège les mains avec des gants de motocross qui me permettent de jamais me faire mal aux mains. D'accord. Évidemment, si on n'a pas les mains protégées, on a peur de mettre les mains parce qu'on va se les écorcher, et puis alors on va se retrouver à tomber sur le coude ou autre, ce qui est pire, parce que là on peut se le casser. À côté de moi, il y a un arbre à quelques mètres, ou alors plutôt un milieu ouvert, ou plutôt du vide. Mhm. Tout ça, c'est des informations qu'on peut avoir en écoutant bien. Donc il y a vraiment tout un tas de choses à analyser. Et ça empêche complètement de se poser des questions gênantes. Comment tu prends le trail et le marathon? Quelle est ta façon de les appréhender entre les deux? Ni l'un ni l'autre n'est difficile, hein. Si c'était difficile, je le ferais pas. Mhm. Bah pour Si, toi, pas pour tout le si, monde. si je le fais, c'est que j'y trouve un minimum de plaisir. Mhm. Sinon, ça vaut pas la peine. D'accord. Donc je me dis pas avant une course que ça va être difficile. Je me dis que c'est quelque chose que je sais faire et c'est quelque chose que j'aime faire, avant tout, hein. Et après, que ce soit un trail ou un marathon, ça c'est juste un détail technique, disons, hein. C'est comme quand on est face à, quand on est face à un ordinateur et qu'on se dit soit je vais écrire un mail, soit je vais naviguer sur Internet. Voilà, c'est des détails techniques, mais de toute façon, c'est être devant l'ordinateur. Donc là, entre le marathon et le trail, de toute façon, c'est courir. C'est utiliser la même technique, mais dans un cas, bah, on est sur une route, on est sur un environnement facile, et dans ce cas-là, je vais plutôt chercher de la vitesse. Donc là, c'est la performance physique qui compte un peu plus, puisque je peux aller plus vite, il y a moins d'obstacles, donc je peux davantage être à fond physiquement, parce que j'ai pas besoin de beaucoup de disponibilité cérébrale, j'ai besoin de moins de réflexes. Par contre, si je suis sur du trail, là, il faut que je me laisse de la marge. Je peux pas être complètement à fond physiquement parlant. Il faut pas que je mette toute l'énergie dans les jambes, dans le transport de l'oxygène vers les muscles. Il faut aussi que je garde de l'oxygène Mhm. pour le cerveau et pour mes réflexes. Sinon, ça se finit mal. Aujourd'hui, combien de trails tu as fait et combien de courses tu as fait? Est-ce que tu les comptes encore ou je pense que tu as avalé les kilomètres quand même? Bah, les courses officielles, je les compte pas vraiment, non. Je tourne autour d'une dizaine par an, mais je saurais pas dire combien au total, euh, parce que pour moi, chaque sortie est aussi importante qu'une course officielle. Mhm. À pied, je fais pas loin de 10 000 kilomètres par an, D'accord. depuis quelques années en tout cas, hein. Donc D'accord. j'ai Ok. déjà fait plusieurs fois le tour de la Terre, hein, sur l'ensemble de ma vie, ça c'est certain. Et t'es détenteur de plusieurs records quand même. Et t'en as combien à ton actif? Je sais pas trop répondre à cette question, sachant que les records, vu que je suis un peu précurseur là-dedans, Ouais, c'est dans vrai cette aussi. discipline, Mhm. voilà, des aveugles qui courent sans accompagnateur, bon, c'est un peu saugrenu, quoi. Ouais. C'est pas reconnu, ça. Il y a une façon officielle qui est reconnue, qui est de courir avec un guide et avec Mhm. une cordelette. Mhm. Donc les records que j'établis,
Bon, j'en ai fait reconnaître un par un organisme. Voilà, c'était pour le marathon, qui est la distance symbolique. Mhm. Mais probablement que j'en détiens sur beaucoup d'autres distances, hein, puisqu'on n'est pas beaucoup à faire ça dans le monde. Je suis toujours classé avec des Dans les valides. valides. Un classement qui est meilleur si je cours avec un guide que si je cours en autonomie. Mhm. Mais je distingue bien les deux. Par contre, sur certains trails, le but c'est juste de survivre. Ouais. Et je suis déjà très content de pas être dernier. Ouais. Bah, Et puis justement, même si je suis dernier, c'est pas grave. Ce qui ouais, compte, c'est de c'est la respecter la personne. barrière horaire. D'accord. Il y a un délai limite pour finir la course en général, qui correspond à un délai correct pour les bénévoles, quoi, hein, qui sont Mhm. sur la course, qui doivent tenir les ravitaillements, qui doivent donner les indications aux coureurs Mhm. pour les directions à suivre aux intersections, qui doivent assurer la sécurité. Ils peuvent pas Ouais. rester là des jours entiers à attendre le dernier. Ouais. Donc il y a toujours un temps limite. Et t'arrives Et toujours avant ce temps limite. oui, j'ai Enfin, encore jamais globalement. été éliminé par une barrière horaire, Ouais. heureusement. Mais justement, ce qui est assez incroyable chez toi, c'est que tu n'es jamais dernier. Tu es quand même, tu passes très souvent, tu arrives même très souvent J'ai à beaucoup de encore valides. jamais réussi à finir dernier. Ouais. C'est pas passé loin en septembre dernier sur une course où il Ouais. pleuvait, Ouais. le terrain était pas bon, j'ai glissé, je suis tombé, j'ai failli me casser une dent. Mhm. J'avais envie d'abandonner et par chance, l'endroit où je pouvais prendre le train était certes proche de l'endroit où je suis tombé, mais le prochain train était dans 2 heures et demie. Donc j'ai pas eu envie de l'attendre et j'ai fini la course. Et 2 kilomètres avant l'arrivée, j'ai rattrapé deux personnes, quoi. C'est assez rigolo. Ils se sont pas, ils ne sont pas énervés. Non, 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 non. Ah, c'est façon de Quand on est pas. en fin de classement, quand on est en fin de classement sur du trail, on s'encourage mutuellement. On n'est Ouais, ouais, pas ouais. Mm. à vouloir grappiller des D'offrir, places. Ça, on ouais, s'en fout, quoi. Le but, c'est d'être bon par rapport à soi-même. quels sont tes prochains défis? Le défi permanent, c'est de comprendre toute la géographie des Vosges au-dessus de l'endroit où j'habite maintenant, puisque Mhm. depuis 2 ans, j'habite maintenant au pied des Vosges, dans un endroit où on peut tout de suite faire 1000 mètres de dénivelé en sortant du village. Donc ça, c'est assez génial. Et il faut comprendre alors comment sont faits les chemins. Là, il y a plein de surprises, hein. Il y a très Mhm. rarement des angles droits. Les chemins tournent dans tous les sens. Et parfois, je suis assez surpris de l'endroit où j'arrive en suivant un chemin. 90% du temps, ils vont quand même là où je l'estimais, mais les 10% où c'est différent, bah, c'est très 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 différent et ça devient des longues aventures à chaque fois. D'accord. Donc mon but premier, c'est de comprendre tout ça et d'élargir ma zone d'action. Et puis sinon, au niveau défi sportif officiel, il y a une course que j'ai très envie de faire cette année, qui a lieu au début du mois de mai, qui s'appelle l'Ultra Montée Tholon-les Mémises. Donc on part de Tholon et on monte jusqu'aux Mémises, en Haute-Savoie. Ça fait un dénivelé d'environ 600 mètres. Le principe, c'est qu'on monte à pied et qu'on descend en télécabine. Et puis on fait ça jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Ou alors pendant 8 heures. Voilà. Et D'accord. au bout En de 8 ans. 8 heures, on compte les morts et on compte le nombre de montées qu'ont fait les survivants. Et le but, c'est d'avoir fait le maximum de montées possible, évidemment. En 8 heures. En 8 heures, ouais. Et là, ce qui est bien, c'est que l'effort, il est vraiment violent en montée. Et pour moi, le rythme, il est le même que je sois en montée ou en descente. Mhm. Mais en descente, les difficultés sont davantage techniques. Mais par contre, j'ai l'impression de ne pas avancer, puisque je vais au même rythme qu'en montée, D'accord. parce que je suis limité par la gestion technique du terrain. Mais physiquement, c'est plus facile, évidemment, en descente. Donc c'est vraiment
en montée que j'ai la plus grande sensation d'effort. D'accord. Et c'est quand? C'est quelle date exactement? C'est au début du mois de mai, le premier samedi. Quelle est ton alimentation? Je ne peux consommer ni gluten, ni produits laitiers, ni sucre, ni œufs. Mhm. Donc ça enlève une bonne partie des aliments qu'on mange d'habitude, mais ça en fait découvrir tout un tas d'autres. Beaucoup de Voilà. graines. Beaucoup de graines, On je t'appelle souvent passe pour un oiseau. un oiseau. Ça me va bien parce que j'aime toutes les beaucoup les sorties, on utilise oiseaux. tout l'oiseau. Ça me va bien parce que j'aime beaucoup les oiseaux. Si on peut être libre comme l'air et libre Mhm. comme un oiseau en mangeant des graines, c'est pas Ouais. mal. Par D'accord. contre, il vaut mieux survivre plus longtemps qu'un oiseau, hein, parce Ouais. que il y en a 60% en moins depuis 30 ans quand même, hein, Mhm. à cause de tous les méfaits produits par l'homme, hein, évidemment. Exactement. Ce qui est dommage. Ouais. Donc oui, beaucoup de graines, beaucoup d'huile aussi, beaucoup de graisses végétales, beaucoup de choses qui tiennent dans la durée en fait. Mhm. Au moment où j'ai commencé à avoir ces intolérances, j'ai changé mon alimentation, y compris pour la course. Et entre autres, le fait de supprimer le sucre, ça change beaucoup la façon dont le corps fonctionne pendant l'effort. Si on consomme du sucré, après on a un contre-coup, on a Mhm. une sensation de manque. Autant on est dopé sur le moment où on a pris le sucre rapide, Ouais. Mhm. mais ça redescend assez vite après. Ouais. Et on a sans cesse besoin d'en On va reprendre. prendre pour. Tandis que si l'organisme s'est habitué à gérer ses réserves sur le plus long terme, ce qui se passe quand on mange une alimentation dépourvue de sucre, eh ben, il n'a plus cette sensation de De manque. manque. Ouais. Il a des réserves qui fonctionnent sur la durée, qui sont D'accord. moins efficaces à court terme, mais ils fonctionnent sur la durée. Et on peut très bien courir pendant 60 bornes sans rien manger. Mhm. Parce C'est ce que tu fais. on a cette aptitude Mhm. à utiliser les réserves pour lesquelles il faut que le corps aille chercher un peu plus loin, quoi. D'accord. Il a l'habitude de les mobiliser. C'est pas faisable dans tous les sports, euh, parce que certains muscles n'ont pas la capacité d'utiliser ces réserves de long terme, mais pour les muscles des jambes, c'est C'est possible. possible. D'accord. Donc pour la course à pied, il n'y a aucune contre-indication à faire 60 km sans rien manger. C'est une question d'accoutumance et puis c'est une question de volonté aussi. D'accord. Le fait de ne pas manger en courant, ça permet aussi de ne pas avoir d'énergie utilisée par l'estomac. L'estomac, pour fonctionner, il utilise entre 25 et 35% de l'énergie disponible. Et ben, celle-là, je peux la garder pour autre chose, pour, euh, pour être bien concentré sur toutes les informations que je dois recevoir. Quel conseil, Clément, peux-tu donner aux malvoyants, non-voyants, qui hésitent à se lancer dans les courses tout seuls, un peu comme toi, ou qui restent dans leur zone de confort? J'ai pas vraiment de conseils dans la mesure où chacun a sa propre histoire, hein, et Mhm. où aucune histoire n'est reproductible à l'identique, et puis chacun a ses propres aspirations. Mais quelles que soient les aspirations, qui peuvent être très différentes des miennes, hein, Mhm. moi j'avais ce besoin d'être libre de mes mouvements, ce besoin de pouvoir aller n'importe où Où tu quand veux, je oui. veux. Mhm. On peut avoir des aspirations tout à fait différentes et qui ont la même valeur. En tout cas, quelles que soient les aspirations, ben, il faut pas se mettre de frein imposé par ce qu'on entend autour de soi. Ouais. C'est pas parce que ça n'a jamais été fait que ce n'est pas possible. Les limites du possible, on les connaît pas encore très exactement, hein. Chacun peut devenir pionnier dans un domaine, Exactement. mais
simplement, il faut choisir son domaine. Quand on est déficient visuel, eh ben, on a le même temps disponible que les valides, sauf qu'on est plus lent pour faire les choses. Pour les apprentissages, on a besoin de plus de temps, parce qu'il faut qu'on trouve d'autres stratégies pour faire les choses. La gestion du quotidien prend plus de temps aussi, etc. Donc, on n'a que 24 heures par jour, et alors il faut faire des choix. Il faut faire des choix stratégiques, il faut laisser tomber complètement certaines choses pour arriver à réussir dans le domaine dans lequel on voulait réussir. En tout cas, comme ça que je conçois les choses. Je préfère vraiment explorer un domaine à fond, quitte à en laisser tomber tout un tas d'autres, parce que de toute façon, c'est pas possible de toucher à tout, contrairement aux valides qui peuvent faire ça de façon relativement efficace. Ouais. Et plutôt que de faire chaque chose de façon moins efficace que le valide, bah, y en a plein que je fais pas, et il y en a d'autres que je fais aussi bien que lui, voire mieux. C'est très important le message que tu donnes parce que c'est ce que je dis tout le temps. Ce qu'on dit aussi dans l'association Vue d'ensemble, t'en fais partie aussi, c'est ne pas se donner les freins, ne pas se mettre les freins que les autres veulent nous montrer, et surtout tester les domaines. C'est très important ce que tu as dit et j'adore ça, parce qu'il faut tester différents domaines pour connaître ses limites, on va dire ça comme ça. En tout cas Clément, je te remercie d'avoir accepté d'être le premier invité de l'année de la chaîne. Je te souhaite beaucoup de courage pour tes prochaines courses et tes prochains défis. Et t'as un dernier mot à dire? Ce que j'ai envie d'ajouter, plutôt comme philosophie de vie, qui je pense est importante quand on a quelque chose qui manque, comme le fonctionnement des yeux, c'est de se concentrer sur ce qui fonctionne et pas sur ce qui fonctionne pas. Donc voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, ou même voir le verre à 10% plein. C'est déjà bien, parce qu'on vit quand même dans un pays privilégié. Il faut savoir que même si on est au RSA en France, on fait partie des 20% de personnes les plus riches sur cette planète. Qu'on ait un handicap ou non, il faut se dire qu'on a quand même de la chance et puis faire avec ce qu'on a. En tout cas, c'est ma philosophie. Il y a quelqu'un qui résume ça mieux que moi, qui est Jacques Lucéran, qui disait « La paix n'est pas dans le monde, la paix est dans le regard de paix que l'on porte sur le monde. » Et c'est pareil par rapport à soi-même. On est en paix par rapport à soi-même si on porte sur soi-même un regard de paix, plutôt que de rester frustré des choses que l'on n'arrive pas à faire. Merci Clément pour ce message, pour avoir accepté l'interview. Et je vous remercie d'avoir écouté et vu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne DV Lancez-vous. N'hésitez pas à partager, commenter, parce que c'est grâce à vos commentaires que nous essayons de faire des vidéos de qualité. Donc abonnez-vous sur la page Facebook, abonnez-vous sur la page YouTube et à très bientôt sur la chaîne DV Lancez-vous. Merci Clément. Merci à toi et bon vent pour ta chaîne. Merci, salut.